Ninja de retour dans On parle jamais, nous. Ah bah, franchement, on peut s'applaudir. Une chose est sûre, c'est qu'une élection présidentielle, peut-être, hein. Peut-être. Voilà, on va passer ça. Je vois votre femme qui commence à... Président. Ah non, le maire, président, oh. Non. Mais voilà, élection municipale, franchement, c'est parti en tout cas. Je vois qu'on a eu quelques réponses, quelques bonnes questions. Et on était resté sur 2 sujets. On va dépasser un peu du temps qui était apparti à ça, parce que je pense que c'est quand même important. Cette histoire de fameux ballons, le truc protoxyde d'azote, qui est un fléau quand même pour notre jeunesse, qui fait vraiment des grands ravages. Donc vous dites que vous allez faire quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, il va falloir répondre à ça. Et je crois que j'avais dit aussi, oui, par rapport, lorsque vous avez parlé des 40% de logements sociaux, ben, effectivement, la ville est quand même très jeune, quand même. Hein, c'est pas une ville pantouflard. Ça l'était à un moment donné, mais là, c'est devenu plus dynamique, des familles qui arrivent, etc. Pas forcément de moyens, mais comment ça se passe? Formation, des entreprises, comment on les attire ici? Comment on peut emmener de l'emploi ici? Qu'est-ce que le maire que vous serez peut-être va pouvoir agir sur ces 2 axes-là? On essaye ça? On essaye ça. Bah alors allez-y, On y va. À vous. On va rajouter là-dessus. Et puis n'hésitez pas, hein, si jamais il ne répond pas comme il doit, tapez sur les doigts, s'il vous plaît. Alors, pour répondre à votre première question sur le protoxyde d'azote, qui est un vrai fléau, vous avez raison. Ça paralyse les jeunes au bout d'un moment. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils en prennent 3-4 fois par jour, ce qui est absolument hallucinant. Alors, une fois maire, ce que je m'engage à faire, c'est prendre immédiatement un arrêté d'interdiction de vente sur le territoire de la commune de ce produit. Alors je sais bien que ce n'est pas évident, je suis le premier magistrat de la ville une fois que je suis maire, donc j'ai le droit de prendre cet arrêté et le faire appliquer. Le faire appliquer, c'est vrai, en s'appuyant sur une police municipale efficace et préparée à ça. D'ailleurs pour cela, je me permettrai même d'insister auprès des élus nationaux, parce que là on va passer un peu au-dessus, qui semblent un peu frileux quant à prendre la mesure là-dessus et dire que le protoxyde d'azote doit être considéré comme une drogue dure comme les autres. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ça. D'ailleurs, j'en ai discuté là-dessus, puisque j'ai une bonne équipe. J'ai un ancien député européen à mes côtés et un député national qui est également là, qui connaissent un peu ce genre de rouage de la vie politique à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée européenne, qui peuvent aussi s'exprimer là-dessus. Je pense qu'ils sont parfaitement au courant de fonctionnement. Donc c'est vraiment un engagement très fort que je prends là-dessus, comme sur les problèmes de drogue. Et puisqu'on parlait de police municipale, comme à l'image d'autres maires, je créerai également une brigade canine spécialement dédiée à la recherche des stupéfiants dans les véhicules ou dans les appartements. C'est nécessaire aussi. Le combat sur la drogue, pour moi, sera un problème essentiel. Je vais vous tacler un petit peu quand même. Ah, viens comme ça, on vient chez des ninjas, attention. Ok, là on a parlé que répression, mais comment on fait maintenant pour les empêcher déjà, ceux qui ne sont pas dedans, de rentrer dedans, et ceux qui sont dedans, on en fait quoi? On prend une île et on les met comme avec Trump dans un coin de l'autre côté, ou c'est quoi? On fait quoi? Si on parle de la drogue sur le protoxyde d'azote, je pense que si, d'après ce que disent les médecins, si on les prend assez tôt et qu'on les fait arrêter, les dégâts se limitent un petit peu quand même. Ça, il faut être honnête. Par contre, effectivement, le rôle, je vous le disais tout à l'heure, c'est dès le plus jeune âge que la commune s'engage avec des médiateurs, avec des gens de police municipale, parce qu'effectivement, ils représentent avec l'uniforme aussi une forme d'autorité, d'aller voir dans les écoles, avec le concours du corps enseignant, bien entendu, expliquer les dangers, les risques de ça. Je pense que finalement, voyez-vous, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on donne plus l'impression que c'est un amusement, sans conséquence, et qu'en face, il n'y a pas alors pas forcément de répression, mais d'explication quant au danger de ces produits. Et c'est ça qui me gêne énormément. Parce qu'après ça, on se dit, la jeune fille, moi j'ai entendu un reportage l'autre jour, mais hallucinant. Ça fait 3 fois en quelques semaines qu'elle ne peut pas se lever le matin parce que ses jambes ne répondent plus. Et elle vous dit en même temps, oui, mais je ne peux pas m'en passer, j'en prends 3-4 fois par jour. C'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure. Personne, même dans le corps médical, même ses parents, ne lui disent, mais arrête cette saloperie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'à la ville de faire ça, c'est aussi aux parents de faire ça. L'école n'est pas là non plus que pour faire ce que les parents ne font pas. Moi, je suis désolé, peut-être que j'ai beaucoup de chance, peut-être qu'avec mon épouse, on a bien surveillé, mais on a la chance que notre fils n'ait jamais touché à ces produits-là. Et ça, je vous assure que tous les parents actuellement transpirent sur ce sujet-là. Et les familles monoparentales vous le disent encore plus. Parce que des fois, elles ont difficilement la main sur leur garçon qui grandit, qui vient. Et on voit bien que les tentations peuvent être grandes. Donc je pense que dès le plus jeune âge, si on imprime cette image-là, de dire attention, faites attention à ce que vous faites, vous verrez la répression. Mais si vous le faites en plus, vous jouez avec votre santé, votre avenir,
je pense qu'on peut quand même récupérer pas mal. Deux questions en une seule. On n'a pas parlé de la politique pour la jeunesse. Oui. Et deuxièmement, le chômage qui avoisine aujourd'hui les 70% pour 1000 habitants. Si le 22 mars ce soir, vous êtes élu, est-ce que ce sera un dossier que vous allez prendre à bras-le-corps durant votre mandature? Bien sûr, c'est évident. Alors déjà, vous parlez de la jeunesse. On veut parler de la jeunesse du début jusqu'à l'adolescence et après. Nous devons effectivement nous occuper déjà de tout ce qui est enfance, école, périscolaire, adolescents, moyens, l'approche de la culture et du sport aussi, qui est très important sur une ville comme Créteil, qui se dit sportive, mais qui ne répond pas visiblement à toutes les attentes des parents et des jeunes. Et après ça, de l'emploi. Sur l'emploi, nous avons une chance incroyable sur Créteil. Nous avons des grandes entreprises. Valeo, Essilor, Safran, j'en oublie, Loomis, ces grandes enseignes sont très bien. Moi qui viens de la PME, PMI, sur Créteil, où sont installées ces petites entreprises, ces petits artisans? Vous savez, ce petit tissu, je dirais industriel ou artisanal, qui donne le premier emploi à des jeunes. Vous avez parlé du chômage, mais si les jeunes, vous leur dites pour trouver du boulot, il faut que tu partes en Seine-Saint-Denis parce que tu trouveras du boulot là-bas, au début, ils ne veulent pas y aller au début. Ce qui intéresse, et même ce qui intéresse les parents, moi j'en discute avec eux, c'est que leur fille ou leur fils trouve un emploi de proximité, mettent le pied à l'étrier et démarrent. Est-ce qu'on a ça sur Créteil? Allez voir les villes autour, Bonneuil, Maison-Alfort, Saint-Maur, tous ont gardé dans leur petit quartier un artisan, une petite entreprise, une petite PME, un petit truc, qui fait ce petit emploi de proximité. Moi j'ai pris des jeunes dans mon entreprise. J'en suis fier de les avoir. Ils ne sont pas restés avec nous, ils ont fait autre chose après. Mais au moins ils ont trouvé un premier emploi et un premier stage, quelque chose, vous en parliez tout à l'heure, des stages. Ça c'est important. Est-ce que Essilor, Safran, Loomis prennent vraiment des stagiaires comme ça? Non, ils font appel à les sous-traitants. Ils sont où ces sous-traitants? Est-ce que les employés qui travaillent dans ces grandes entreprises restent sur Créteil? Je crois que non. C'est le même problème pour les étudiants. On pourra en parler aussi, vous avez raison. On a un tissu étudiant sur Créteil. Où va-t-il après? Ah, c'est très bien que vous envoyez ça comme ça, la politique, l'argent, tout ça. Donc, vous avez vu, il a parlé, il a dit, on va faire quelque chose pour la drogue. On associe. Et associer l'association des associations. Est-ce que vous y pensez? Vous y pensez Bien pas? sûr. Mais je ne vais pas vous laisser répondre. Non, Attendez, vous avez d'accord. des gens avec vous ici. Hein, on va voir s'ils connaissent le programme. S'il vous plaît, monsieur Ahmed, venez nous voir, ramenez-nous un petit micro ici. Alors, qui on va prendre là tout de suite maintenant? On a parlé de l'ancien député. Ancien député, voilà. et qui m'a énormément aidé sur le projet éducatif de la ville de Créteil. Voilà, on Alors, parle d'éducation. Éducation, vous allez avoir quelqu'un qui va vous répondre parce qu'il m'a énormément aidé. On parle d'association, d'éducation. Comment on fait pour faire que tout ce tissu-là travaille ensemble et qu'il fasse ce qu'il a à faire, hein, tout simplement? Soyez plus Avec précis. avec le maire. Moi, j'aimerais être précis. C'est à vous d'être précis. Non, mais Moi, la je parle question, plus, la moi, question. Non, comment on fait ça? Mais le candidat vient de vous dire déjà tout ce qu'il va faire. Parce que la question de l'emploi, et on parle de Créteil, nous pensons que tout démarre avec l'éducation. Et l'éducation, c'est pour former des citoyens, d'abord. Donc, on va travailler avec, parce que comme il l'a dit, l'école n'est pas la seule responsable, c'est une co-responsabilité avec les parents. Or, aujourd'hui, j'ai envie de dire que les parents, c'est un métier. Hein? Il ne s'agit pas d'être des géniteurs, c'est un métier. Excusez-moi, je vais vous tacler un petit peu là. Allez, on y va. On va se tacler un peu. Ok. On nous a pas sorti à un moment donné les enfants rois. Hein? Non, faut pas se mentir. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, penser à leur truc, comment ils, etc. De comment après on fait pour, on ne met même plus. Bon, faut pas taper les enfants. Je dis pas ça. Attention, attention. Mais quand même une petite derrière la tête, Alors, sans abuser bien sûr. Hein? Attention. Hein? oui, alors après, Mais, voilà. c'est une question après de dosage. Hein? Oui, le dosage est très important. Hein? C'est une on ne fait pas des question. cocktails n'importe comment ici. Hein? Hein? Attention. Alors, Donc il y a quand même ça, la d'abord, législation nous a poussé à dire à un moment, nos enfants, ils ne sont plus à nous. Il y a une législation, et puis vous mettez en avant un point qui est un point culturel. Parce que chez nous, hein, issus de la diversité... pas que des traditionnistes, oui, voilà, mais bon, toute il cette y avait France, effectivement la notion de réprimande. Je ne parle pas de brimade, je parle de réprimande. Bon, mais aujourd'hui,
Je crois que le véritable problème, c'est de devenir un vrai parent qui a un souci pour son enfant, qui a un désir pour son enfant. Ouais. Et c'est indissociable de ce que le candidat a dit, la question de la sécurité. Hein, tout à l'heure, je discutais avec une dame. Je vois bien que lorsqu'on a parlé sécurité, j'ai entendu quelques crispations. Vous-même, hein, il ne faut pas être des cow-boys. Mais attendez. Mais, On regarde W9 nous tous les soirs, hein, on les voit, hein. Mais, on va se calmer, hein. Alors, j'étais un ancien député européen et quelqu'un qui a beaucoup vécu également outre-mer. D'accord. Et donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, on est confronté au narcotrafic, à la question de la prostitution, à un certain nombre de choses. Et ce sont des jeunes de plus en plus jeunes. Donc il y a un côté éducatif et il y a un côté répressif, parce que ce sont les deux piliers pour pouvoir éduquer. Hein? Il y a la prévention, il en a parlé. Il a parlé également de la partie, alors j'aime pas le mot répression, mais la partie correction. Correct, voilà, Donc il faut le faire. Bon, maintenant, et ce correctif vient, les policiers, par exemple, tout à l'heure au niveau de la sécurité, il a abordé la question de la formation. Bon, et il est normal que le maire d'une commune, qui est un petit peu le père de tous les Christoliens, s'inquiète de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publique. Et c'est le bien commun. Et nos jeunes ont le devoir d'être protégés par les parents et les anciens. Non pas de les laisser à l'abandon. Hein. Maintenant, c'est l'enfant roi, comme vous disiez. Eh bien, on ne peut plus revenir sur des années en arrière. Mais on peut quand même, et c'est le rôle d'un maire, de faire des propositions. Alors, il s'avère que dans une autre vie, j'étais président d'une association qui luttait contre les toxicomanies. D'accord. Parce que lorsque on a un toxicomane dans la famille, c'est la famille qui est malade. C'est toute la famille qui est malade. D'accord ? Oui, exactement. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas. Le collectif, les municipalités doivent s'inquiéter de savoir d'abord comment vont les familles. Parce que les familles qui ont un toxicomane se replient, se cachent, sortent de la société. Ça, c'est déjà une première chose. Et vous vous souvenez du film Les Intouchables avec Omar Sy, la mère d'Omar Sy, qui va travailler le soir, qui est femme de ménage. Elle ne supporte pas les comportements de ses enfants. Bon, donc il faut pouvoir les aider, les accompagner. Et donc l'éducation, le sport, parce que enseignant de formation, j'avais mis en place également dans mon école un système d'aménagement des rythmes scolaires et qui, dès le premier degré, c'est-à-dire dès l'école primaire, et un enfant qui a une pratique régulière sportive, culturelle, et qui le fait sur un certain nombre d'années, et qui poursuit au collège, qui est encouragé par une municipalité, eh bien, c'est une alternative pour ne pas tomber dans la déshérence, dans la toxicomanie. Et ça, c'est... Avant qu'il relance la machine, je peux dire que là, vous êtes bien épaulé quand même. Hein. Vous n'avez pas blagué sur cette affaire. Hein. Il sait de quoi il parle. Hein. Mais c'est aussi un point qui est important. Il faut comprendre que, là je parle pour toute la communauté de ninjas que j'ai derrière, la sécurité c'est important pour nous. On a marre que les gens ils disent que nous on ne veut pas de sécurité, on ne veut pas de la police, on ne veut pas de tout ça. Ça c'est faux. C'est faux. Quand on a un problème et que maman elle a un problème, on est content que la police soit là. Je vais relever le micro. Mais je veux dire aussi qu'à Créteil, nos communautés sont importantes, sont souvent pointées du doigt, mais nous avons aussi beaucoup de décès dans nos communautés. Et il faut donc comprendre qu'avec une mairie qui se préoccupe de nous protéger également, eh bien, tout le monde ira beaucoup mieux. Ça, les ninjas, c'est ce qu'on appelle la partie politique. Ça frappe fort. Ça, ils ont sorti les sabres, ça découpe. Mais c'est vrai que, et puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, la sécurité, c'est un point essentiel aussi pour tous les citoyens, quels qu'ils soient. Il faut que les gens ils arrêtent de raconter des bêtises en passant n'importe quoi à la télé, en disant comme quoi la police, nanana. C'est pas notre problème ça. Nous, ce qui nous dérange, c'est les gens qui ne font pas bien leur travail. On a aussi une partie de la sécurité qui est quand même les agents de sécurité qu'on retrouve dans les centres commerciaux, dans les concerts, qui eux, tous les jours,
ils prennent leur vie en charge, ils peuvent rentrer, ne pas rentrer à leur maison Tout à fait. à un moment donné. Et donc, et la plupart de ces gens-là, comme par hasard, ils ont une certaine couleur, mais on ne parle pas jamais d'eux. Mais on ose dire que ces gens-là n'aiment pas la sécurité. Tout à fait. Alors qu'on fait tous les concerts, toutes les choses comme ça. Donc ça, à un moment donné aussi, c'est pour ça qu'on dit on ne parle pas toujours nous, mais quand on parle, on sait de quoi on parle. La sécurité, c'est important pour tout le monde, mais ce n'est pas que ça. Parce qu'il y a tout un ensemble. C'est comme pour la drogue. On dit, OK, comme il a dit, on a un enfant ou une femme ou une cousine ou un frère ou quelque chose qui est drogué, c'est toute la famille qui en pâtit. On ne peut pas aller travailler correctement, il faut surveiller, on ne peut pas laisser ça. Donc c'est tout un ensemble. Et c'est pour ça que c'était important que je pose cette question-là, parce que ce fléau-là, qui n'est pas une drogue catégorisée, on ne sait pas comment on va gérer cette histoire. C'est des blagues. Moi, j'ai vu des amis dire, moi, j'ai invité mon fils à faire un ballon. On lui dit, mais t'as pété les plombs, quoi. Ouais, mais non, on était en boîte de nuit, là, leur truc de boum boum machin, et on a pris un ballon. Je dis, c'est quoi ça? Regardez un peu quels sont les dangers, et c'est très vite addictif, ça. C'est même très pire addictif. que la cocaïne et tout ça, ça va vite. Hein. Oui. On peut pas, Et donc c'est pas pour cher. ça. Voilà. Et c'est pas cher, ça se prend à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que c'est important, quand vous posez ces questions-là, quand vous dites aussi, au nom de tout le peuple français. J'aime bien cette phrase. D'habitude, c'est les politiciens qui disent ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et il faut penser aussi qu'effectivement, il y a la répression. Ça, c'est indéniable. Mais il y a aussi, à un moment donné, un aspect pédagogique avant, au midi, dans les écoles, nous permettre aussi d'avoir des stages, nous permettre de gagner de l'argent, nous permettre d'avancer. Parce que voilà, même si on est de gauche, on aime l'argent. Même si on est de droite, on aime l'argent. Même si on aime... Hein, donc il faut que... Hein, faut aider maman à manger. D'accord, merci, c'est gentil. Ça va aller. On va faire la suite tout de suite avec Candice. Est-ce que tu peux nous rendre le micro? Ça, ici, on est en famille. Mademoiselle Candice, donc voilà, vous avez une jeune fille qui a quelques questions pour vous, quelques interrogations. Bien sûr. Alors, vous avez déjà évoqué énormément de points sur lesquels je voulais passer, mais je pense que c'est aussi important de remettre ça un petit peu dans un ensemble. Vous avez évoqué donc que Créteil n'est pas une île, n'est pas un fait isolé, mais au contraire, c'est une ville, c'est une grande ville, c'est une ville-préfecture. Et comme toutes les grandes villes françaises, elle est donc traversée par des dynamiques qui peuvent la dépasser. Donc les tensions au niveau national, international, mais également local, on a des tensions qui peuvent être politiques, économiques, des problèmes, on va dire, avec les mutations sociales également, le fameux tissu social qui va changer au cours des années, bien évidemment. Et donc, on peut avoir l'impression que certains débats sont lointains, alors qu'au contraire, pas du tout. Ils vont avoir un impact fort sur la mairie et ses capacités notamment à agir, puisqu'il y a une véritable question sur la manière dont la mairie va pouvoir tout simplement, vous parliez tout à l'heure d'habitat et donc de les remettre aux normes, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire comment aussi avoir des chantiers qui coûteraient potentiellement moins cher, mais avec des bons matériaux, etc. Ça vient aussi avec une explosion, avec tout ce qui se passe au niveau aussi européen, les guerres, etc., des factures d'électricité. C'est pour ça qu'on nous a demandé aussi de baisser un petit peu le chauffage à 21. Au niveau national, il y a aussi une demande sociale qui est de plus en plus forte, et notamment dans une ville comme celle-ci. Donc, on comprend bien que les marges de manœuvre au niveau de la mairie, elles changent, elles sont amoindries au fur et à mesure des années, mais qu'il reste quand même énormément de travail, du moins, d'après ce que vous avez pu nous raconter, ce qu'on a pu également constater sur cette ville. C'est pour ça que je repose aussi ce contexte-là. Et j'aimerais savoir, pour vous, déjà pour commencer, vous n'êtes pas simplement un maire qui va se pavaner, vous allez mettre en place des actions. Et comme vous allez mettre en place des actions et que l'État donne aux communes, ça c'est important aussi de le rappeler, des leviers qui sont très vrais en termes d'urbanisme, en termes de politique de la ville, de contrat avec l'État, d'intercommunalité, de financement européen, et que vous êtes aussi, si je ne me trompe pas, donc au niveau de la région très fortement impliqué. Vous avez dit également tout à l'heure que vous êtes dans le Grand Paris-Est, que vous avez vu également ce qui a pu se passer dans les communes à proximité, etc. Et avec l'intercommunalité, ma première question est celle-ci. De quelle manière vous allez pouvoir aussi donc avoir les moyens de votre politique, et notamment le premier point que vous avez évoqué lorsqu'on a commencé ce débat-là, qui est notamment la sécurité avec les caméras de vidéosurveillance. Bon,
Alors, sur les Ça caméras... blague pas ici, hein? Non, sur les caméras de vidéosurveillance, je vous ai répondu un peu indirectement tout à l'heure. Bien sûr. L'État en prend en charge énormément. Donc voilà, la région prendra en charge, je vais vous l'expliquer, on va le faire très rapide, le local de vidéosurveillance. À la mairie de s'occuper du local qui va recevoir le tout. Par qui, moi j'ai des idées là-dessus, j'ai aucun problème pour le financer. Ça va se faire par étapes. Vous avez raison sur un point, l'État réduit les subventions aux communes, tout en chargeant la mule d'un autre côté, n'ayant pas les moyens justement de compenser par le manque d'impôts, notamment la taxe d'habitation qui a disparu, n'est plus désormais, au départ c'était un beau projet de dire qu'elle serait intégralement compensée, inflation suivie pour toutes les communes, ce n'est pas le cas. Vous avez la DSU qui également diminue, enfin voilà, beaucoup de dotations de solidarité urbaine qui diminuent également, donc c'est des vrais problèmes de gestion, d'où l'intérêt de prioriser. D'où l'intérêt aussi de faire rentrer de nouvelles, je dirais, un peu d'argent dans la ville. Il faut dire les choses comme elles sont. Bien sûr. Et pour cela, je dirais qu'il y a plusieurs moyens. Déjà, il faut revoir, je pense, un grand parti de fonctionnement de notre commune, au niveau ne serait-ce que déjà des appels d'offres et des marchés à passer. Je pense que, comme beaucoup de communes, nous passons par des centrales d'achat, et il y a eu un article très récent, je ne sais plus dans quel magazine, très intéressant sur le sujet, comme quoi il était quand même anormal que des centrales d'achat qui sont censées aider les collectivités, finalement les pénalisent en faisant payer plus cher que ce que vous achèteriez vous dans le commerce. Je prends l'exemple d'une mère qui en a parlé très récemment, qui a été estomaquée d'aller acheter un pack de papier pour son imprimante pour elle-même à un magasin, s'apercevoir que ça valait, je vais dire un chiffre à peu près grosso modo 8 € et quelques, et quand elle a vu dans sa mairie arriver la facture du même papier, du même fabricant, passer à plus de 20 €. Donc là, je pense que, franchement, il ne faut pas non plus que les communes restent, entre guillemets, les collectivités dans leur ensemble, les vaches à lait pour certains. Je pense qu'à partir du moment où vous passez un marché, et j'ai des maires qui me l'ont expliqué, j'ai cette expérience-là, notamment à Champigny. Lorsque le maire de Champigny a repris la ville après des années de communisme et de mauvaises habitudes, s'est aperçu que dans les appels d'offres, mais attention, il y avait plein de choses à revoir. Là où vous payez 200 000 €, vous pouviez arriver à 100, 110 000 €, 120 000 €, gagner 80 000 € sur certains marchés. Et effectivement, travailler après avec un cahier des charges très strict, très précis auprès des gens qui vont construire et qui vont aménager. Parce que c'est trop facile, on le voit également, c'est la responsabilité de la mairie quand vous passez un marché. C'est de le suivre, le marché, et de ne pas laisser faire n'importe quoi. Parce qu'on sait très bien qu'on prend le marché à un certain niveau, soit on vous fait des rajouts après en cours de marché, soit on vous fait passer par des sous-traitants qui passent un sous-traitant, qui passe un sous-traitant, et le travail est mal fait. Et ça, je vous garantis que moi j'ai visité des appartements refaits de rénover, c'est une honte totale. C'est pas normal. On ne peut pas être bailleur de sa ville et donner des appartements à cet état-là à des gens. Alors après qu'on me parle que les gens n'entretiennent pas, ça c'est un autre sujet qu'il faut voir également, mais c'est voilà, c'est un travail ensemble. Et quand on vous donne quelque chose qui ne marche pas bien, vous avez moins envie de l'entretenir que quelque chose. Pour revenir à ce que vous disiez aussi au sujet des appartements et de la possibilité aux gens d'acquérir leurs biens pour diminuer le tissu social. Moi, ce qui me choque énormément sur ma ville, voyez-vous, c'est que dans le tissu de tout le parc urbain que nous avons, le parc de logement que la ville de Créteil a sous sa gestion avec Créteil Habitat, on arrive en une année, 2025, à ne vendre que 4 appartements. 3 ou 4. Je crois même que c'est 3. Pourquoi? Est-ce que c'est la population qui est pauvre? Est-ce que c'est la population qui ne veut pas? Ou est-ce que c'est parce qu'on leur dit, de toute façon, même si vous achetez, quoi qu'il arrive, vous ne dépasserez pas 50% de la résidence par elle-même? Pourquoi ça? Pourquoi se limiter à ça? Parce que les gens qui ont racheté plus de 50% n'entretiendraient pas bien leur résidence? Mais faisons le pari. Ouvrons cette possibilité-là. Arrêtons d'être fermés, enclavés dans des idées qui datent d'avant et qui ne sont plus courts maintenant. Moi, j'estime, étant maire, je vais proposer des animations, je vais proposer des réformes sur certains sujets, mais j'ai le droit de me tromper. Bien sûr. Ça ne fonctionne pas. Mais bon sang de bois, on est élu pour 6 ans ou 7 ans. 7 ans, donc après, on va 6 ans d'un mandat de 6 ans. En 6 ans, vous pouvez vous dire, je veux changer les choses. Ça n'a pas marché cette année. L'année prochaine, on va essayer d'améliorer parce qu'on a vu ce qui n'a pas marché, c'est viable parce que ça ne marche pas, et ben on fait autre chose. Voyez-vous, c'est ça que je reproche actuellement. C'est cette forme d'immobilisme où une forme d'administration gère la ville depuis les années 2000 et on ne change rien. Ouais. Ça marche comme ça, c'est fini. Moi, je suis désolé, ça suffit. Ça suffit vraiment parce que les gens en ont marre de ce formalisme-là. Ils en ont marre d'aller à la mairie, demander un renseignement, leur dire c'est pas ce bureau-là, c'est le bureau d'à côté. C'est insupportable. Quand vous avez quelqu'un de malade chez vous, ou qui est en très mauvaise santé, ou un enfant qui a des soucis,
qu'on vous renvoie au bureau numéro... Mais c'est fini cette époque-là. Totalement. Bon sang de bois. Ou là, on vous dit, attends, tu prends ton ordinateur, tu vas tout trouver la solution sur l'ordinateur avec un robot. Il y a des gens qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, qui ne savent pas aller sur Internet pour trouver ce qu'ils ont besoin. Tout ça, il faut en tenir compte. Et si vous ne faites pas ça dans l'ensemble de votre population, vous allez perdre beaucoup de gens. Et ces gens que vous allez perdre, comme vous avez dit, madame, ce n'est pas une question forcément d'argent, de fonctionnement, c'est aussi des gens qui ne s'y retrouveront pas dans la ville. Et ça, c'est pas bon. Je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la jeunesse et de... Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, mais monsieur Hebrech, oui, la ville Créteil est une ville sportive. Moi, j'ai été dans une famille, ils ont 3 enfants. Pas de chance, aucun des 3 ne fait le même sport. Bah, la mère de famille m'a dit, mais attendez, si on ne veut pas que nos enfants tiennent les murs, on les inscrit au sport, qu'est-ce qu'on douille? Ma fille veut faire de la natation, il n'y a plus de créneau. On veut faire de la culture, on n'a pas les moyens d'accéder à la culture. Et sur Créteil, on n'a même pas eu l'intelligence de mettre en avant sur les magazines municipaux le principe de la base pour les étudiants, pour les lycéens. La région fait un effort fantastique. Vous allez dans toutes les villes autour, tout le monde parle de la base pour aider les jeunes lycéens. À Créteil, vous n'avez pas une pub là-dessus. C'est moi qui fais de la pub quand je vais dans les lycées pour remettre les ordinateurs, pour leur dire adhérez à la base. Vous aurez un pass culture, vous aurez un pass sportif, vous aurez 100 € pour ceci, 100 € pour la culture. Enfin, à quel moment on en parle? Parce que sur cette ville, je dis très clairement, tout doit passer par la même personne. Ça suffit. La ville a changé. L'attente des gens a changé. C'est plus... On est au 11e étage, on n'est pas le Dieu le père de la ville. Vous avez dit qu'on est un peu le père de la famille, monsieur Orville le reprenait avec moi, mais c'est vrai, on a ce côté-là. Parce qu'il y a un maire... Non, mais un maire, attendez, on va être très clair. On va être très clair, un maire, c'est la proximité. C'est le dernier élu politique qui est proximité des gens. Il va de la naissance de l'enfant malheureusement jusqu'au décès, en passant par le mariage, les aides sociales, le sport, les écoles. C'est vrai que c'est un rôle important. Mais justement, ce rôle important ne peut plus être considéré comme avant. Je suis désolé de le dire. Je vais caricaturer en disant ça, mais actuellement, on a une mairie, une municipalité qui vous dit la chose suivante. Tout ce qui est bien, c'est moi. Tout ce qui fonctionne bien, c'est moi. Ce qui ne fonctionne pas bien, bah, ma foi, c'est pas moi. C'est l'État, c'est le gouvernement, c'est la région, c'est le département qui ne donne pas les sous. Enfin, non, c'est trop facile. On doit travailler ensemble. Alors, je pense que les collectivités, quelle que soit leur obédience, là-dessus, sur la région, je le dis très clairement, j'ai une présidente, et j'ai découvert comme ça ce point-là, qui aide les villes, quelle que soit leur obédience politique. Pourquoi à Créteil, on ne demande pas plus d'aide de la région? On a demandé de l'aide de la région pour un jardin familial. Ok, c'est bien, on l'a fait de bon cœur. C'est tout. C'est tout ce qu'on a apporté à la ville. Mais bon sang. Et c'est super intéressant parce que dans votre programme... Excusez-moi de te couper là. Oui. Le timing. Et oui, il est... Ils vont me virer d'ici. Hein. On m'a prêté des logos ici. Hein. Oui. Donc, on va faire quoi? Avant de vous poser des questions, on va essayer maintenant de réduire un petit peu. Tout à fait. Hein, parce Je que vais en poser que 2, comme ça on sera quand même à... Alors moi j'ai 2 questions qui sont très fortes et elles vont être notamment au niveau de la jeunesse, puisqu'on c'est la thématique, et la deuxième qui me porte véritablement à cœur, ça va être l'accessibilité, notamment puisqu'il y a beaucoup d'habitants de la ville qui parlaient également des PMR, des poussettes, de plein de choses comme cela. Donc la première chose déjà à remettre dans son terreau, la ville de Créteil, c'est à peu près 95 000 personnes, avec 21% de cette population-là qui a entre 0 et 14 ans, 21 après entre 15 et 29 ans, et l'âge moyen, c'est 37 ans. La première chose, c'est que je suis partie dans les écoles. Et dans les écoles, j'ai pu échanger avec une professeure des écoles qui me disait que le focus à Créteil, actuellement, c'est qu'il y a 16 écoles qui sont REP. Et elle me dit ceci, je la cite, à Créteil, il y a 16 écoles classées en REP. Ce classement repose sur le taux des familles à bas revenus, le chômage, la part d'élèves boursiers, le niveau d'études des parents, le contexte du quartier. Cela donne en fait tout simplement une donnée capitale et en fait un besoin particulier, parce que c'est quand même beaucoup. Il y a des écoles voilà, qui ne sont pas REP, mais sur le côté REP, c'est beaucoup. Et c'est là où je me dis que ce que vous avez dit, vous, monsieur, tout à l'heure, est aussi très intéressant. Et je pense que ça peut aussi intéresser donc, les administrés de la ville, notamment sur ces aspects-là. Et après, je vous laisse rebondir, puisque j'ai des éléments très précis. De quelle manière on va pouvoir donc renforcer le périscolaire?
permettre un soutien aux associations éducatives. Et enfin, vous parliez dans votre programme également de médiateurs. Mais là, c'est, on va dire, un niveau supérieur, Oui, puisque c'est beaucoup plus pour les lycéens et les collégiens. Tout à fait. Mais à vous la parole. Alors, sur les écoles, on va dire primaires, effectivement, je me suis beaucoup appuyé sur l'expérience de Max sur ce sujet, qui serait effectivement d'apporter, c'est un pari que nous ferons, je viens de vous le dire, de faire des essais sur 2 écoles, justement pour changer cette image du REP, de l'école un peu, je ne dis pas stigmatisée, mais un petit peu quand même dans l'esprit des gens. Si mon enfant va là, les gens, c'est pas bien, enfin voilà. Et du fait, d'ailleurs, des enfants partent, et les parents partent à cause de ça, des fois. Exactement. C'est un vrai problème qu'il faut aussi nettoyer. On prendra le pari sur 1 ou 2 écoles, on en a parlé longuement avec Max, de justement changer, de prendre ce potentiellement risque de changer le rythme scolaire, d'intéresser les enfants le matin en cours et l'après-midi, de les amener à des activités sportives, culturelles. En cela, je m'appuierai sur un vrai pass culture, sur un vrai pass et sur des aides de la région, sur des aides de l'État, pour arriver à faire ce concept-là. Si ça fonctionne, imaginez ce que ça peut changer pour les enfants, pour les parents. D'avoir leurs enfants qui évolueront dans un autre milieu, qui verront... vous ne pouvez pas emmener les enfants en 2 heures au Louvre ou voir un autre musée, alors que si vous prenez l'après-midi, vous pouvez faire ça. Et pour cela, effectivement, là, on a besoin de périscolaires, là, on a besoin de personnes. Et là, le périscolaire, je ne reviendrai pas sur l'incident qui a été fait, mais il est symptomatique de ce qui s'est passé. Moi, j'ai des étudiants qui m'ont dit, Monsieur Hébraïque, on a vu la polémique. Le périscolaire, ça nous intéresse. On a notre BAFA, notre casier judiciaire est vierge. On a envoyé des courriers à la mairie pour dire on ne demande pas mieux qu'adhérer parce qu'on a du temps libre. Bien sûr. On ne peut pas être libre tout le temps, mais pourquoi on ne nous prend pas? Et on arrive dans ce paradoxe qu'on envoie des personnes comme ça dans une école pour s'occuper en plus d'enfants à souci. Pour ça, je vous dis, les choses ne marchent pas. Il y a de trop mauvaises habitudes qui ont été faites et ça, il faut les changer. Et c'est un engagement que je prends, de faire évoluer ce côté REP où des enfants sont un peu catalogués, ça je veux plus de ça. C'est Je pense important de les et on a une déstabiliser. richesse, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, et on a rapidement parlé de ça, mais vous l'avez évoqué dans votre propos au début, oui, on a une richesse aussi de communauté sur Créteil. Totalement. Et là, ça fonctionne. Et ça, moi, je ferai fonctionner encore mieux, j'espère. Parce que je pense que c'est absolument nécessaire, et ça amène une certaine forme de tranquillité sur la ville. Ça ne résout pas tout, mais au moins chacun se respecte, et on n'a pas trop d'incidents là-dessus, et ça, je continuerai à le faire. Pour revenir, vous m'avez dit après sur les activités sportives. Oui, exactement. Alors, Les activités sportives, Alors, moi, accompagner cette jeunesse. J'ai avec moi une professeure d'EPS qui est avec moi, qui connaît bien le sujet et qui vous dira que, parce qu'elle exerce sur Créteil, hein, donc vraiment, vous voyez, j'ai un spectre très large de quelqu'un qui est très au courant de ça et qui m'a expliqué qu'effectivement, le problème c'est, le taux d'occupation des gymnases, leur qualité vieillissante, et tout ça, Donc il y a une possibilité de les remettre aussi à jour. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce qu'une piscine de 39 millions olympique a toute sa place, ou un centre nautique plus adapté comme à Vitry ne serait pas plus intelligent à étudier? Parce que plus de créneaux horaires, plus de possibilités, avec 2-3 bassins différents. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'idées à remettre en chose. Vous avez parlé tout à l'heure de soins et d'attractivité de notre ville. Nous avons 3... Je dérive un tout petit peu, mais nous allons parler un peu de santé et des personnes âgées. On a 3 hôpitaux importants sur Créteil. Oui. Pourquoi on n'a pas pris le pari, comme une petite ville de Joinville a fait, de créer un hôtel hospitalier? Ça, c'est génial. C'est même pas la ville a juste à fournir le terrain. Après, c'est la CAF, les assurances privées qui sont occupées de ça, de façon à accueillir des femmes qui ont des problèmes intrafamiliaux, de violence conjugale, des enfants autistes, parce que c'est vrai que les parents, des fois, ont besoin de déposer les enfants dans une structure pour être un peu spécialisée et pouvoir, eux, prendre un peu d'air. Bien sûr. Accueillir aussi les gens. Créteil était aussi une ville où on a beaucoup d'ultramarins. Pourquoi qui viendraient de Guadeloupe, de Guyane ou des Antilles ne pourraient pas trouver spécifiquement un hôtel hospitalier, c'est-à-dire post-opératoire et pré-opératoire, ou plutôt il est dans l'enceinte hospitalière, ils sont un peu à l'extérieur, ils ont une vie de famille, ils retrouvent leur femme, leur mari, enfin voilà. Et ça, c'est un risque, c'est un projet aussi qu'on peut avoir. Moi, je suis désolé, j'en ai assez qu'on construise, qu'on bétonne la ville, comme le triangle de l'Échat, mais ça sera... C'est important que vous puissiez le dire parce qu'il y a énormément de vos concitoyens qui ont tout simplement dit qu'ils adoraient cette ville pour les espaces verts qui existent. Et puis, il y a aussi un autre problème, mais ça, on n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui, sur la partie écologique de la chose, c'est qu'en été, on a des îlots de chaleur urbaine, et ça, c'est dans toutes les villes qui sont ultra bétonisées. Donc, c'est quelque chose qui est important. Alors, pourquoi si on en est... Je vais vous laisser répondre à la question. On va faire un truc très simple. Parce qu'on vous devait demander la parole à d'autres personnes ici pour voir. On va vous envoyer ces questions.
votre équipe de campagne, vous allez vous mettre devant une caméra, vous allez répondre et on va les mettre sur nos réseaux sociaux pour que les gens puissent savoir. Parce qu'elle a fait un vrai travail, parce qu'elle est venue sur Créteil, elle a été voir des gens sur Créteil. Ouais. Et les questions qu'elle pose là, c'est vraiment des gens qui sont à Créteil et qui se posent ces genres de questions. Tout à fait. Donc je compte sur vous, l'équipe de campagne. Hein, on va voir ça. On vous envoie les J'aimerais questions, juste que, mais tout, si on a juste le temps, le sujet qui m'intéresse tout particulièrement, c'est vraiment, alors on a parlé des personnes mobiles, et c'est super intéressant, c'est super important. Mais il y a énormément aussi de personnes, et ça c'est un problème national, qui ont des soucis, tout simplement, qui soient soit en situation de handicap qui va être visible, ou invisible. En France, c'est 12 millions de personnes. Donc sur la ville de Créteil, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir une véritable statistique. Mais ce qui est certain, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'à Créteil, les habitants ont pu dire qu'il y avait des problèmes. Alors, je disais les PMR, mais il y a aussi donc les poussettes, il y a la cohabitation entre les piétons et les vélos. Et donc, il y a un véritable questionnement sur, par exemple, comment élargir les fameux trottoirs, permettre d'avoir des mobilités douces, puisque ça fait également partie de votre programme, qui vont être beaucoup plus respectées pour l'ensemble des usagers d'une voirie, enfin de la voie. Et je mets aussi dans cette question-là un autre élément. Vous êtes un proche de Valérie Pécresse. Et elle a fait énormément de choses par rapport au transport, notamment pour les personnes en situation de handicap. Mais elle a aussi réduit le budget des MDPH, donc les maisons... Elle a augmenté les tickets de métro aussi. Oui, ah pardon, ça a sonné, mais... Donc, c'est important parce que les personnes en situation de handicap ont des besoins très spécifiques que nous n'avons pas. Et j'aimerais donc savoir de quelle manière, dans votre programme, en termes municipaux cette fois-ci, vous allez être dans la possibilité de faire ces changements importants. Déjà, vous avez raison sur un point, c'est qu'on a 50 ans de personnes qui ne l'ont pas fait depuis ce moment-là et on est obligé de le faire à l'arrache au dernier moment. Et en faisant un programme qui est très lourd et très compliqué à faire parce que ça ne se gère pas du jour au lendemain. Totalement. La région, vous avez raison de mettre le doigt dessus aussi, au niveau des transports en commun. Nous faisons un effort énorme au niveau des métros pour les rendre accessibles avec et vous avez le Grand Paris aussi qui arrive. Et vraiment, c'est un budget énorme. Pour les maisons de santé, on va faire très court malheureusement, je rappelle simplement une chose, c'est que la région s'était accaparée entre guillemets ce sujet, mais qui n'était pas de sa compétence, et que nous s'est fait taper sur les doigts par notre opposition au conseil régional, qui a porté ça à un TA, qui a fait que du coup on nous a retiré en disant c'est plus à vous de vous en occuper, et c'est à l'État de le faire. Et bien la région, dans la mesure où on nous a enlevé 160 millions d'euros dans notre budget de cette année, a dit bah, écoutez, puisque c'est ça, l'État, vous en chargez. Puisque vous ne voulez pas de nous, vous ne voulez pas nous aider, qu'on vous aide, ben écoutez, allez-y. Pour répondre au ticket de métro, je suis d'accord avec vous, c'est augmenté. Juste une petite question. Le Liberté T qui a été mis en place, moi je l'utilise. Ça vous permet de payer qu'à la fin du mois, si vous n'utilisez pas régulièrement. Si vous utilisez régulièrement, il y a le pass Navigo. Savez-vous que le pass Navigo à 95 €, c'est cher? Oui. Savez-vous combien vous le paieriez si on payait vraiment sans aide de la région? On serait à plus de 250 €. Mais ça serait l'équivalent de ce qui se passe à Londres. Donc c'est ça qu'il ne faut quand même pas négliger. On aide beaucoup de choses. On aide tout à l'heure pour les étudiants, pour les lycéens, au niveau de la région, pour les menus, les repas. Mais ce n'est pas gratuit. Derrière, il y a quelqu'un qui paye. Donc il ne faut pas non plus croire que tout ce qui se passe comme ça, c'est facile à budgéter dans un moment contraint. Alors je vous le dis très clairement, effectivement, vous avez raison. Les pistes de vélo sur les trottoirs qui empiètent sur les personnes qui sont avec une poussette ou une chaise roulante, ça devient insupportable. Les pistes de vélo, on nous fait voir d'autres belles pistes de vélo qui aboutissent des fois sur le quai du Halage pour aller sur Maison Alfort qui est magnifique, et nous c'est tout merdique et tout réécrit. Et c'est pas viable. Des pistes de vélo qui finissent comme au carrefour après la station Eiffel, qui finissent de rien, je suis désolé, c'est pas possible à gérer. Donc il faut revoir tout ça. Et les associations vélo là-dessus sont très intéressantes. On aurait pu parler des animations sur la ville de Créteil dont on n'a pas parlé, mais qui manquent énormément puisqu'on a parlé de la jeunesse, et j'aimerais bien en parler sur la jeunesse de ce problème-là. Donc vous voulez qu'on ville ici, d'accord, on vient de ma propre ville. Pose ta question. J'ai deux petites questions. J'ai deux petites questions pour vous. C'est vrai, plutôt technique. En un mot, quand vous arpentez les rues de Créteil, est-ce que vous sentez ce besoin de changement chez la population? En un mot, oui. Maintenant, est-ce que ça concrétisé, c'est autre chose, mais oui. Oui, parce que 50 ans, ça fait beaucoup. Et ma deuxième question, si vous êtes au second tour des municipales, avez-vous pensé déjà à une quelconque cohabitation et avec qui? Je suis en tête au second tour dans ma branche d'opposition. Oui, effectivement, j'ouvrirai la porte à ceux qui n'auront pas réussi.
Maintenant, charge à eux, Attention à votre réponse, monsieur. charge à eux de prendre leurs responsabilités à ce moment-là. Moi, j'ai pris les miennes pour le premier tour. Maintenant, j'assumerai pour le second. C'est à eux de l'assumer pour le second. Merci. Mais c'est très clair. Non, merci à vous. Ce fut très sport, ça a été bien. Très bien. Je ne sais pas, c'est vous qui me direz maintenant. Voilà, Non, mais c'est eux qui vont décider, qui vont dire ce qu'il y a à dire. Ah, là, on va finir comme ça. Comme on a dit, on prend la caméra, on vous envoie les réponses, on le met sur notre site et on aura le plus du plus. Sinon, on va me virer, je pourrais plus revenir ici. Laissez-moi tranquille. Sephora, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir me rejoindre, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, mademoiselle Sephora, s'il vous plaît. Donc là, il y a 7 questions. On va en faire 5. Voilà. Tu peux la première, puis la dernière, tout ça. Répondre rapidement. C'est possible, ça? Très possible. Madame, il peut le faire? Il peut le faire? Il peut le faire, d'accord. Donc, voilà, ça c'est Sephora, on va l'applaudir. Parce que... entrepreneuse, technique, fait plein de choses. Je peux dire après. Voilà, C'est qu'il y a des questions. Elle devait venir avant, mais comme elle travaillait, voilà, mais voilà, elle est là. Toute mon équipe est rassemblée. Donc, Sephora, je te laisse poser ces questions à ce monsieur. Voilà. Tu veux t'asseoir? Vas-y, va, parce que depuis tout à l'heure, elle a bossé toute la journée, donc on va lui pardonner ça. Mais réponse rapide, question rapide. Hein. Sinon, ils vont me virer, c'est fini. Alors, donc, comme je disais, voter pour un candidat, c'est aussi avoir confiance, donner la confiance. Et surtout, élire un maire, c'est aussi confier notre vie quotidienne entre les mains. Ce message, il est important, comme nous avons pu le voir et le remarquer. Énormément de maires, que ce soit sur Créteil ou autres, n'ont pas forcément réalisé les promesses. D'où aujourd'hui qu'il y a des projets. Bon, vous nous avez présenté votre programme, mais vous ne nous avez pas trop parlé quand même de votre vie. J'aime beaucoup les glossipes, hein, de votre vie. De votre vie. Pourquoi on doit s'attacher à vous? On est dans une génération et surtout, on a besoin de connaître aussi la personne. Donc, je vous ai préparé quelques questions. Voilà. Donc, en premier temps, quel a été l'élément déclencheur pour revenir et candidater? Pour revenir à candidater, c'est-à-dire depuis 2020. Oui, parce que vous êtes revenu. Je ne suis pas parti. Hein. Ah, ok. Mon épouse vous dirait que de toute façon, Créteil, je l'ai dans la peau et que je suis toujours là. Donc, je suis présent tous les soirs depuis 2020, depuis 2014, voilà. Pourquoi me faire confiance? Parce que, un, je connais bien la ville. Okay. Deux, je pense que les gens qui s'y m'élisent au poste de maire, effectivement, vous avez raison, me donneront une confiance. Et cette confiance-là est énorme. Pour cela, je m'appuierai sur mon équipe et un maire qui ne sera pas toujours au 11e étage, mais qui continuera à venir sur le terrain. Signer les parapheurs, on peut le faire la nuit. Moi, je peux le faire, ça ne me gêne pas. Mais par contre, venir rencontrer la directrice d'école, la directrice de l'association parents ou quelque chose comme ça, ça, je m'y engage. Que mon adjoint, charge du commerce, aille voir les commerçants, parce qu'actuellement, j'ai fait le tour de tous les commerces, personne ne l'a jamais vu. Ça, c'est important. Que le maire adjoint en charge des écoles ne me prévienne pas qu'il y a un problème sur une école et quand je me pointe voir la directrice, elle me l'envoie en pleine poire, ça ne va pas se passer comme ça. L'administration est là pour m'aider, pas pour gérer la ville. Elle est là pour m'aider à gérer la ville, à appliquer ce que je vais demander qu'elle fasse. Bien sûr, les cordons, ce qui est administratif, parce qu'on ne sait pas toujours tout. Mais ça, c'est important. Voilà. Mais c'est le but que j'ai. Et croyez-moi, on continue à me voir sur le terrain et je serai, alors entre guillemets, hein, j'insiste entre guillemets, hein, c'est l'expression qui est courante maintenant, à portée de baffe du citoyen. Mais entre guillemets, hein, s'il vous plaît. Entre guillemets. Hein. N'allez pas chercher des problèmes. J'avais une autre question. Quand vous étiez jeune, vous avez un rêve de métier? Ah oui, j'ai dit tout à l'heure en début de la réunion, effectivement, j'aurais voulu être dans l'armée de l'air, pilote de chasse, mais bon, c'était l'époque de Tanguy la Verdure, donc voilà, ça faisait rêver. Ah, okay. Non, mais vous me demandez mon souhait à moi, je vous dis clairement, pas de faux fuyant et pas de langue de bois, donc voilà. On a dit ça, il a assuré. Et après ça, j'ai continué dans le métier d'électricité parce que c'est une entreprise familiale et que ça m'a intéressé de faire ça aussi. La rigueur. D'où la rigueur, elle disait. D'où la rigueur, ok. Vous avez parlé tout à l'heure d'un moment qui vous avait marqué par rapport à la mère. Vous avez parlé d'un exemple d'une femme qui vous avait marqué. Est-ce que vous avez eu d'autres moments marquants dans votre vie? En vie politique? Tout.
Tout. Non, Un moment marquant qui vous donne encore plus envie de changer les choses. Là, ça pourrait être aussi bien, effectivement, vous avez raison, sur le plan personnel, de voir des familles, des fois, qui se détruisent parce qu'ils ont des problèmes. On est revenu sur les problèmes de drogue, sur les problèmes d'enfants, de relations avec l'enfant. Ça, c'est des choses qui me marquent un peu quand même. Des drames aussi qu'il peut y avoir, des drames qui traversent votre vie, quoi qu'il arrive, vous en avez quelques-uns. Et puis surtout, c'est des gens qui viennent vous voir, voyez-vous, des cristalliennes et des cristalliens qui viennent vous voir, et qui, quand vous êtes en réunion d'appartement chez eux, qui vous ouvrent vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Et quand vous ressortez, vous vous rendez compte que même des fois, c'est des familles, on pourrait dire, moyennes au niveau revenu, et qui vous disent tous les problèmes qu'ils rencontrent. Vous dites, mais alors, punaise, en dessous, ça va être encore pire. Donc moi, malgré que je sois estampillé de droite ou d'hiver droite, j'ai parfaitement conscience. Vous voulez me résumer en un mot? J'aimerais bien que vous me résumiez cela. Philippe Séguin, c'était un homme qui ne transigeait pas sur le régalien, sur l'ordre, sur l'autorité, mais qui par contre savait très bien que notre pays, la France, et notamment Créteil, notamment, puisqu'on parle de ma ville, a besoin de social et de faire très attention à la vie quotidienne des gens et d'être proche d'eux sans arrêt. Bien, alors en tout cas, merci d'avoir répondu aux questions de mes experts. Vous avez vu, ils n'ont pas blagué, hein. Ils ont fait leur travail comme il se doit. Comme on dit, on ne parle jamais, nous on parle aussi. C'est juste qu'on ne donne pas la parole. J'ai bien compris le message. On a mis cette émission en place et que l'objectif est simple. Les Cristoliens doivent savoir exactement ce que le prochain maire ou le maire qui va peut-être rester, on ne sait pas, nous propose pour cette prochaine décennie, parce que ce qui se passe ailleurs, c'est bien, mais ce qui se passe en bas de chez nous, c'est encore mieux. Et bien justement, puisque vous dites ça, effectivement, j'espère que cette émission contribuera à ça, à ce que ce taux d'abstention qui était absolument phénoménal sur la ville de Créteil, cette émission, grâce à vous, permette de faire prendre conscience aux gens que si on va se déplacer pour voter, on peut changer les choses avec une nouvelle équipe, avec quelque chose de nouveau, et ne pas se cantonner à se dire, non, un empereur, ce que je dis toujours, un empereur connaît toujours Austerlitz, mais à un moment donné, connaît Waterloo. Voilà, je pourrais conclure là-dessus. Merci à tous. Les petits ninjas, je veux vous remercier vraiment d'avoir suivi cette émission. Vous avez vu, hein, mais c'était très important qu'on puisse aller au fond des choses. On va remercier vraiment la ville, parce que la ville nous a permis de pouvoir être là, et leur agent. On s'arrangera, hein, d'accord. Hein. Ne nous tuez pas tout de suite, parce que c'est important pour que les gens le sachent. On va remercier aussi notre équipe à la régie, on va remercier Cédric, on va remercier Sébastien. On peut les applaudir quand même, s'il vous plaît. Ils ont fait ce qu'il fallait ici tranquillement. On va remercier Paps, on va remercier Ahmed, on va remercier tous mes experts. Vous avez vu, hein, c'est des vrais experts hein, qui sont transformés en citoyens ce soir pour pouvoir vraiment poser les questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions, vos questions, on va leur donner et ils feront une vidéo avec toutes les réponses. Et à vous après de faire votre choix et de faire ce qu'il faut. En tout cas, on vous souhaite une très bonne campagne à vous. Et merci à vous. Ça a déjà bien commencé, je vois, vous avez tiré un peu fort, mais bon, chacun son chacun, comme on dit ici. Bravo à vous. Merci à vous, un grand merci. Les ninjas, prenez soin de vous, donnez toujours sur vous, prenez soin de vos familles et surtout n'oubliez pas, si vous ne vous occupez pas de chez vous, c'est qui va le faire? Trump? Un autre? Non, faites-le, occupez-vous de chez vous. Prenez soin de vous. Peace.